Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour ce webinaire au sein des locaux du cabinet FamilyLinks, qui est un cabinet spécialisé en droit de la famille et en droit international de la famille. Et j'ai le plaisir ce soir de co-animer ce webinaire avec ma collaboratrice avocate Gabrielle Godoy. Bonsoir à tous. Et donc, je suis Céline Richard, associée du cabinet. Donc, notre cabinet a une activité qui est exclusivement dédiée au droit de la famille et particulièrement dédiée aux expatriés, dans le cadre notamment d'un partenariat que nous avons depuis plusieurs années maintenant avec l'Union des Français de l'étranger. Et donc, nous conseillons des Français qui ont comme projet de s'expatrier ou comme projet de s'impatrier et qui vivent ou pas donc à l'étranger avec un Français ou avec une personne qui n'est pas de nationalité française et avec ou sans enfant. Donc nous abordons toutes les problématiques, que ce soit celles du contrat de mariage, de la séparation, du divorce, de l'adoption, de la succession ou également de l'enlèvement d'enfants. Pour ce soir, notre sujet va être celui des différentes formes de conjugalité. Alors, par les différentes formes de conjugalité, on entend la notion de concubinage, la notion de partenaire de Pacs et également des époux qui vont être expatriés en Europe et qui vont être confrontés à une problématique de séparation. Concernant le format de cette présentation, elle va durer environ 30 à 40 minutes pour que vous ayez toutes nos explications d'un point de vue théorique et également d'un point de vue pratique, puisque vous allez voir qu'on vous a préparé des cas pratiques pour que vous puissiez bien comprendre notre propos. Et puis, à l'issue de cette présentation, vous aurez un temps de questions-réponses d'une durée de 10 à 15 minutes. Si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes vos questions, vous pourrez ensuite nous adresser des emails. Vous aurez nos coordonnées en fin de présentation pour que l'on puisse vous répondre. Vous pourrez également, si vous avez besoin, prendre des consultations avec notre cabinet. Et puis, vous aurez une vidéo en replay qui vous sera proposée pour pouvoir revoir notre présentation. Alors, sur les différentes formes d'union, l'objectif, c'est effectivement d'appréhender la situation de différentes formes de couple, puisqu'ils ont différents régimes juridiques, pour pouvoir déceler les impacts en cas d'expatriation. Effectivement, on le sait, l'expatriation peut mener à mal le couple parce que le couple va être loin de sa famille, loin de ses repères sociaux, de ses repères globalement habituels. Et principalement, on remarque dans notre pratique que le conjoint suiveur, donc là j'entends conjoint suiveur, mais ça peut être aussi le partenaire de Pacs ou le concubin, qui laisse en France son univers, ses repères et parfois son activité professionnelle, va avoir parfois une position un peu de faiblesse et moins de sécurité que celui qui va poursuivre sa carrière et qui a donc été celui pour lequel on a formé ce projet d'expatriation. Alors, j'apporte quand même sur ce point un petit tempérament en Europe, parce que c'est vrai qu'en Europe, on a quand même des repères sociaux qui sont relativement les mêmes. Il se trouve aussi que la distance par rapport à la France est plus réduite, donc les rapports sont quand même plus simples pour rentrer en France, voir sa famille, garder ses repères. Mais néanmoins, on constate quand même que la moyenne, c'est qu'en expatriation, un couple sur 2 divorce. Alors peut-être qu'il y a des chiffres différents pour l'Europe et c'est peut-être un peu inférieur, mais globalement c'est ça. Alors qu'en France, hors les grandes villes comme Paris, on est plutôt sur un couple sur 3. Donc sur le plan de cette présentation, nous allons dans un premier temps vous parler des différentes formes d'union pour que vous compreniez bien le cadre de notre sujet, avec le régime juridique applicable pour chaque type d'union. Et ensuite, nous allons étudier les conséquences en cas de séparation, d'abord entre les membres du couple et ensuite à l'égard des enfants à travers des cas pratiques. Alors d'abord, sur le premier type d'union, c'est l'union libre. L'union libre, comme son nom l'indique, c'est une union de 2 personnes qu'on appelle aussi concubinage, qui se caractérise par l'absence d'encadrement juridique. Le concubinage se définit comme une union de fait, marquée par une vie commune stable et continue
entre deux personnes de même sexe ou de sexe différent qui vivent en couple. Étant donné le caractère libre de cette union, le concubinage en droit français n'est pas encadré par la loi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit ou d'obligation pour les concubins. Par exemple, il n'y a pas, comme dans le cadre du mariage, une obligation de vie commune, par exemple, ou une obligation de fidélité. Donc, ces deux concubins sont considérés comme des personnes indépendantes, l'une de l'autre. Par conséquent, chacun va remplir sa propre déclaration fiscale. Seul l'impôt sur la fortune immobilière va assimiler les effets du concubinage notoire à ceux d'un mariage ou d'un PACS. Il faut donc avoir en tête, en cas d'expatriation, que le statut de concubin, c'est-à-dire pas de PACS et pas de mariage, va n'apporter aucune garantie ni protection par la loi. Et précisément, c'est une question à se poser, par exemple, pour la concubine qui va suivre son concubin en expatriation parce qu'elle va pouvoir être en insécurité, par exemple sur le statut migratoire ou sur également la séparation. Elle n'aura pas de prestations compensatoires parce qu'il n'y a pas de devoir de secours. Les données sont beaucoup plus aléatoires pour la concubine qui va partir et qui éventuellement n'aura pas d'activité professionnelle dans le pays d'expatriation. Ensuite, notre deuxième forme d'union, c'est le PACS, qui est souvent perçu comme un entre-deux, un intermédiaire entre le concubinage et le mariage. Alors, c'est plutôt vrai parce que le PACS va entraîner des droits et des obligations pour les partenaires, et en ça, il va être plus encadré que l'union libre, mais ces droits et obligations vont être en deçà de ceux qui existent et qui sont prévus par le Code civil pour le mariage. Le PACS doit être analysé comme un contrat qui va être librement conclu entre deux personnes. Les partenaires de PACS vont prendre des engagements qu'ils sont ceux de la vie commune, donc une résidence commune et une vie de couple, une aide financière réciproque sur le logement, sur la nourriture, sur la santé. Donc, en fait, ce sont les dépenses du quotidien pour la famille et également une assistance réciproque, par exemple un soutien en cas de maladie ou en cas de chômage. Cette aide matérielle, elle est obligatoire et elle va être proportionnelle aux capacités financières de chacun des partenaires de PACS. Au titre des obligations également, il va y avoir la solidarité entre les partenaires s'agissant des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Alors, cette solidarité des dettes, c'est un régime qui est proche de celui de la solidarité des dettes ménagères entre époux. Alors, précisément, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que pour les emprunts, on va avoir une solidarité entre les partenaires qui existe uniquement dans les cas suivants. Lorsqu'il s'agit d'une somme modeste qui va être nécessaire à la vie courante du couple, quand les sommes sont raisonnables par rapport au train de vie du ménage, si plusieurs emprunts ont été souscrits, ou lorsqu'il y a eu l'accord donné au moment de la souscription de l'emprunt. Donc, on ne va pas avoir de solidarité. Par exemple, pour une dépense exceptionnelle, monsieur s'achète une voiture luxueuse, il n'a pas l'accord de sa partenaire de PACS au moment de la souscription de l'emprunt, eh bien, sa partenaire ne pourra pas être tenue de cet emprunt. Donc, les partenaires vont avoir une responsabilité ensemble des dettes liées aux biens acquis au cours de l'union et qui leur appartiennent à parts égales. Et d'autre part, ils vont donc être tenus solidairement sur les dettes contractées pour les besoins de la vie courante. Fiscalement, les partenaires sont pris en compte comme un tout et donc ils vont faire une déclaration commune et il y aura une prise en compte des revenus de chacun au titre de l'imposition. Petite particularité sur le PACS en Suisse, il n'est pas reconnu pour les couples hétérosexuels. L'organisation de la vie des partenaires, elle peut être précisée au terme d'un contrat de PACS qui est rédigé devant notaire ou déposé au consulat. Ce contrat va avoir une importance particulière et il est important de pouvoir se faire accompagner dans la rédaction de celui-ci, surtout en cas d'expatriation, pour s'assurer que le contrat va circuler efficacement pour être reconnu dans d'autres pays. La rédaction du contrat, elle va permettre notamment de connaître la répartition du patrimoine et d'opter soit pour une séparation de biens, soit pour une indivision. Donc, deux options. La première, en cas de régime d'indivision, tous les biens vont être réputés acquis par moitié
entre les partenaires tout au long du Pacs. À l'inverse, en régime de séparation de biens, chacun est réputé conserver ses propres biens. Faute d'avoir exprimé un choix dans cet acte de Pacs ou dans un contrat, les partenaires, par défaut, vont être soumis au régime légal de la séparation des patrimoines qui est prévu à l'article 515-5 du Code civil. Ensuite, sur la rupture du Pacs, on vous en dira quelques mots dans un instant. Je passe la parole à Gabrielle qui va nous parler du mariage. Alors, après avoir vu le concubinage et le Pacs, donc si on se concentre sur le mariage, on sait que le mariage est la forme de couple la plus encadrée par la loi. Cet engagement dans le mariage va faire naître des droits et des obligations. Et dans le cas du mariage, toutes les composantes du mariage sont régies par la loi et une part de liberté quand même est laissée aux époux, aux futurs époux, notamment grâce au contrat de mariage. Donc, l'une des questions la plus importante lorsqu'on se marie est celle du régime matrimonial qui va être choisi par les époux. La première question, c'est qu'est-ce qu'un régime matrimonial? Le régime matrimonial, c'est ce qui va régir les relations patrimoniales entre les époux pendant le mariage et qui permet notamment de répondre aux problématiques suivantes. Comment les biens sont-ils répartis entre les époux? En d'autres termes, qui est propriétaire de quoi? Quels sont les pouvoirs de chaque époux sur les biens? Qui peut faire quoi sur quels biens? Quels sont les droits des créanciers sur les biens des époux? Quels biens les créanciers peuvent-ils saisir ou pas? Et puis, qui des deux époux peut être poursuivi par les créanciers? Qui va être tenu des dettes? Toutes ces questions, eh bien, on y répond par le contrat de mariage, puisque le contrat de mariage va permettre aux époux de choisir le régime matrimonial parmi ceux existants qui sera le plus adapté à leur âge, à leurs activités professionnelles, à la consistance de leur patrimoine, et puis, surtout, dans notre cas, à cette idée de s'expatrier. Soit c'est déjà le cas, soit ça sera peut-être le cas un jour, et donc d'anticiper cette question par des clauses spécifiques. Le contrat de mariage, on le comprend, est donc un gain de prévisibilité. En France, comment est-ce que ça se passe? En l'absence de contrat de mariage, le régime matrimonial qui s'applique est celui du régime légal de la communauté réduite aux acquêts. C'est donc le régime qui s'applique par défaut. Et en substance, ce régime conduit à ce que tout ce que les époux avaient avant de se marier reste la propriété de chacun d'entre eux. De même, les biens qui seront acquis pendant le mariage par succession ou par donation, eh bien, appartiendront à l'époux qui les a reçus. C'est ce qu'on appelle des biens propres. En revanche, les revenus de chaque époux et les biens acquis au cours du mariage, eh bien, eux, seront considérés comme étant des biens communs, et également les revenus qui pourraient être générés par des biens appartenant à un seul des époux. Au moment de la séparation, on le reverra, l'ensemble du patrimoine commun a donc vocation à être réparti par moitié entre les époux, exception faite d'éventuels comptes à réaliser. Si les époux décident cette fois-ci de conclure un contrat de mariage, ils vont pouvoir choisir entre trois types de régimes conventionnels. On a d'abord le régime de la communauté universelle. Ce régime, eh bien, il est particulier puisqu'ici, tous les biens vont être communs, peu importe qu'ils aient été acquis avant ou pendant le mariage, reçus par donation ou par succession. Ensuite, on a le régime dont on entend souvent parler de la séparation de biens. Ici, l'idée, eh bien, c'est que rien n'est mis en commun. Chacun conserve la propriété de ses revenus et de ses biens. Et eh bien, les biens acquis ensemble, eux, seront des biens individuels. Et puis, on a un régime qui est celui de la participation aux acquets, qui est un régime hybride entre la séparation de biens et la communauté, assez peu connu en France. Pourtant, beaucoup d'autres pays de l'Union européenne, en l'absence de choix par les époux, vont avoir comme régime matrimonial un régime qui peut différer du régime français, même si souvent on retrouve cette idée d'une communauté de biens. Pour donner quelques exemples, en Belgique, le régime légal, à défaut de choix, eh bien, ce sera le régime de la communauté de biens. En Italie, ça sera également un régime de communauté de biens. En Espagne, on retrouve aussi cette idée de la communauté de biens, mais à l'inverse, en Suisse, le régime légal à défaut de choix est un régime de participation aux acquis. Donc, il est essentiel de garder en tête que le contrat de mariage peut être fait avant le mariage, mais pendant, donc également en cours d'union. Donc, il est toujours temps de se dire on n'a pas assez sécurisé les choses, donc on aimerait rattraper le temps et donc
rétablir tout de suite ces difficultés. Et donc, il faut vraiment garder en tête que le contrat de mariage va être un gain de prévisibilité puisqu'il va permettre de figer le régime matrimonial. Peu importe le régime matrimonial qui est choisi par les époux, donc qu'il y ait un contrat de mariage ou non, il faut bien comprendre que les époux sont soumis tous à ce qu'on appelle le régime primaire. Par le seul fait d'être mariés, les époux vont se retrouver soumis à des règles et des obligations posées par le Code civil. Ces obligations, elles vont s'attacher, au-delà des grands principes qu'on connaît, le devoir de fidélité, d'assistance, de secours, eh bien, ces obligations, elles vont s'attacher à la contribution aux charges du mariage, à la protection du logement de la famille, puisque, on le verra, le logement de la famille, quand le couple est marié, eh bien, est une question très importante. Le logement de la famille est très protégé. Et puis, à la solidarité pour les dettes ménagères, comme on en parlait tout à l'heure dans le PACS, on retrouve cette obligation dans le mariage. Il va y avoir également des textes un peu plus spécifiques qui vont laisser aux époux la libre disposition de leurs gains et de leur salaire à condition de contribuer aux charges du mariage. Et puis, on va retrouver aussi des mesures qui permettent à l'un des époux de représenter son conjoint si l'un d'eux est hors d'état de manifester sa volonté, alors même que certains actes requièrent le consentement des deux époux. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur le mariage qui donc apparaît comme la forme de conjugalité la plus encadrée par le Code civil. Et on a cette idée, eh bien, que du temps de la vie commune, qu'on soit concubin, partenaire ou époux, lorsque les relations vont bien, les couples ont assez peu tendance à se questionner sur leurs droits ou leurs devoirs. Et ces questionnements interviennent souvent eh bien, lorsqu'on est confronté à une situation de crise, que le couple bat de l'aile et qu'on commence à s'interroger sur quels vont être nos devoirs et comment anticiper eh bien, les conséquences de cette séparation. Merci beaucoup, Gabrielle, c'est très clair. Je vais juste revenir un tout petit peu en arrière sur le contrat de mariage parce que ça fait l'objet de plusieurs webinaires que l'on a déjà présentés. Le contrat de mariage dans un contexte international, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est particulier pour qu'il soit reconnu à l'étranger en Europe et hors UE. C'est que ce contrat de mariage doit être fait avec des formes internationales, c'est-à-dire que pour qu'il soit valide et qu'il circule internationalement, il faut que chaque époux, chaque futur époux ait son propre avocat, que certaines mentions particulières sur la loi applicable, la juridiction compétente en cas de divorce et en cas de liquidation du régime matrimonial soient mentionnées et qu'il y ait une traduction éventuellement quand dans le couple, l'un des deux n'a pas la langue française comme langue maternelle et éventuellement aussi un traducteur le jour de la signature du contrat de mariage devant le notaire. Tout ça pour que le contrat soit reconnu à l'étranger et circule bien. Voilà, ce n'était pas l'objet à strictement parler de notre webinaire de ce soir, mais c'est vrai qu'il ne faut pas l'oublier, il y a un formalisme particulier et donc il faut, et là je prêche évidemment pour notre paroisse, mais aller voir un avocat spécialisé en droit international de la famille et ensuite mettre en place ce contrat avec un notaire. Une fois cette première partie passée, nous allons aborder maintenant les conséquences d'une séparation dans le cadre de l'expatriation. Alors d'abord, les conséquences entre les membres du couple, premièrement en cas de relation de concubinage. Globalement, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de protection juridique en cas de concubinage. Parce que, au regard de la loi, les concubins ne se doivent pas fidélité, il n'y a pas de devoir de secours et il n'y a pas non plus de devoir d'assistance, contrairement aux personnes mariées. Alors, on a vu précédemment que pour les partenaires de PACS, il y a une sorte de devoir de secours et une sorte d'assistance, mais là, c'est absolument rien. Donc ça, c'est très clair comme idée, il n'y a pas de protection juridique entre les partenaires de PACS. En cas de séparation, le concubin lésé est susceptible de se retrouver alors en grande difficulté matérielle du jour au lendemain, puisqu'il n'y a pas cette obligation d'assistance matérielle entre les concubins. Cela signifie qu'en cas de séparation entre concubins, rien n'est dû par l'un ou l'autre. Par exemple, si monsieur gagne 15 000 € par mois et que madame ne gagne rien, en réalité, madame, elle n'a droit à rien. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas prétendre mensuellement avoir une pension qui sera versée par son concubin. Si des relations patrimoniales existent entre eux, notamment en cas d'achat de biens, eh bien alors, le sort des biens va être traité en fonction du droit commun, sans qu'aucune référence ne soit liée à leur ancien statut de couple.
Autre exemple, en matière de succession, qui n'est pas tout à fait notre sujet, mais ça illustre le propos, le statut de concubin n'ouvre aucun droit de succession, ce qui signifie qu'aux yeux de la loi, le concubin de la personne décédée va être considéré comme un tiers et donc avec un taux d'imposition extrêmement élevé, ce qui n'est pas le cas pour le partenaire de Pacs. De même, le concubin n'a pas droit à la pension de réversion en cas de décès de son concubin. Donc, vous l'aurez compris, ce statut, évidemment très précaire, pourquoi? Parce que non encadré par la loi, ne va pas offrir donc de protection. Il n'assure pas de droit en cas de séparation ou en cas de décès de l'autre, qui pourrait tirer sa source dans une relation de couple ayant existé. Les seuls droits qui vont être reconnus vont être des droits courants, tels que le droit au bail si les deux concubins étaient titulaires du bail. Précision sur la Suisse, le partage du deuxième pilier suisse, qui est donc la caisse de pension, et du troisième pilier prévoyance, n'est pas prévu en cas de décès du concubin ou en cas de séparation. Alors ensuite, concernant le PACS, l'article 515-7 du Code civil prévoit les causes de dissolution du PACS. Alors globalement, on se dépaxe très facilement sans avoir l'accord de l'autre, sans avoir l'accord de son partenaire de PACS. La rupture, elle peut être conjointe ou unilatérale. Il n'y a pas d'intervention du juge qui n'homologue rien. Il s'agit tout simplement de la rupture d'un contrat, donc de l'application du principe de l'autonomie de la volonté, puisqu'il s'agit bien et uniquement d'un contrat. La seule dérogation à ce principe, c'est que l'on peut mettre fin au contrat de façon unilatérale, à condition de respecter les règles de forme. Donc, le régime choisi lors de la conclusion du PACS, ce qu'on vous a expliqué, soit de la séparation de biens, soit de l'indivision, va déterminer la manière dont les biens et les dettes vont être partagés après la rupture. En cas de séparation de biens, chaque partenaire va récupérer les biens acquis durant le PACS, ainsi que ses dettes personnelles. En revanche, sous le régime de l'indivision, les biens acquis ensemble vont être partagés à parts égales, ce qui va nécessiter souvent l'intervention d'un notaire pour garantir une répartition équitable. Cette étape va permettre d'éviter les conflits et d'assurer que chaque partenaire va retrouver ses droits de propriété. Ensuite, sur le plan fiscal, la fin du PACS signifie la fin de l'imposition commune. Les partenaires vont alors déclarer séparément le revenu pour l'année qui va suivre la dissolution du PACS. Donc, cette séparation va aussi impliquer la perte des avantages fiscaux dont bénéficiaient les partenaires pacsés, comme le quotient familial. Sur le plan social, eh bien, la rupture du PACS va aussi affecter des droits à certaines prestations, telles que les allocations familiales, les aides au logement et la protection sociale. S'agissant du logement du couple, le partenaire de PACS n'est réputé co-titulaire du bail sur le logement familial que si les partenaires en avaient fait conjointement la demande. La rupture du PACS, également point important, n'ouvre absolument pas, comme c'est le cas dans le cas du divorce, un droit à prestation compensatoire. Donc la fin du PACS va mettre fin à toute relation pécuniaire et patrimoniale entre les membres du couple. Alors ensuite, dernier statut à étudier en cas de séparation, c'est celui du couple marié. Alors là, évidemment, vous l'avez compris, le statut est beaucoup plus protecteur. C'est le statut qui va permettre d'assurer une protection à condition d'avoir anticipé les conséquences de la séparation, et c'est ce qu'on vous disait, notamment au travers d'un contrat de mariage. Parce que si vous n'avez pas adopté de contrat de mariage, il peut y avoir dans certains cas, alors ce n'est pas l'objet de la présentation de ce soir, mais une mutabilité automatique de votre régime matrimonial lorsque vous allez résider dans un pays pendant plus de 10 ans, sous réserve de la date à laquelle vous vous êtes marié. Voilà, donc il y a une espèce d'insécurité juridique quand vous passez les frontières et quand vous avez des expatriations successives. Et finalement, au moment de la séparation et du divorce, vous ne savez pas quel va être votre régime matrimonial. Donc, si vous souhaitez divorcer, que votre couple présente des éléments d'accroche avec différents pays, par exemple, vous êtes marié avec un conjoint qui n'a pas votre nationalité ou vous résidez dans un pays où vous n'avez pas la nationalité de ce pays, eh bien, plusieurs textes juridiques vont coexister et s'appliquer, le droit national, le droit communautaire, les conventions bilatérales ou internationales, ce qui complique l'analyse de votre situation. À tort, beaucoup de Français peuvent penser que
du fait de leur nationalité française, ils peuvent systématiquement saisir les juridictions françaises pour divorcer, alors même qu'en réalité, le juge français ne va pas toujours être compétent pour statuer sur toutes les conséquences du divorce et qu'un juge étranger peut être également compétent. D'ailleurs, il peut aussi y avoir une litismandance, c'est-à-dire qu'on peut, et parfois dans certaines situations, saisir le juge français et par exemple, saisir le juge suisse. De même, le juge français qui va être saisi d'un divorce par un Français ne va pas nécessairement appliquer la loi française. En réalité, le tribunal français va pouvoir appliquer une loi étrangère aux conséquences du divorce. Alors, on a l'expérience au cabinet de dossiers où, par exemple, admettons que le tribunal judiciaire de Paris, qui est le tribunal des expatriés, soit saisi, eh bien, le juge aux affaires familiales va appliquer peut-être la loi suisse sur le prononcé du divorce, la loi française sur la résidence habituelle des enfants et les obligations alimentaires, une autre loi encore sur la liquidation du régime matrimonial. Donc, il faut être aussi très vigilant et se projeter lorsque vous vous expatriez sur la compétence de la juridiction en cas de divorce et sur la loi applicable. Alors, évidemment, ce sont des questions qu'on se pose quand le couple bat de l'aile, comme on vous l'a dit, et que la séparation arrive. Mais c'est vrai que c'est très intéressant de se poser la question plutôt au moment de la conclusion du contrat de mariage pour pouvoir essayer d'anticiper au maximum les conséquences d'un divorce à l'étranger. Donc, deux thématiques essentielles dans le cadre du divorce. Hein. Vraiment, là, on reste sur les mesures entre époux, hein, et ce qui ne concerne pas les enfants, mais c'est la liquidation du régime matrimonial sur le sort des biens et également la question de la prestation compensatoire. Alors, qu'est-ce que la prestation compensatoire? C'est une somme d'argent principalement, mais ça peut être aussi l'abandon d'un droit, ça peut être aussi l'attribution d'un bien immobilier. Donc, cette prestation compensatoire, elle prend différentes formes et elle est destinée à compenser la disparité des niveaux de vie entre les époux qui a été créée par le divorce. Elle ne compense pas le régime matrimonial que vous aurez adopté, qui est par exemple la séparation de biens, mais vraiment, l'idée, c'est de pouvoir maintenir un certain niveau de vie à l'époux qui, une fois divorcé, sera dans une situation financière beaucoup moins favorable que celle-ci ne l'a été pendant la durée du mariage. Donc, dans un contexte international, il faut toujours se poser la question, je suis en train de chercher mon slide suivant, de la juridiction compétente, quel tribunal peut-on saisir, et également la question de la loi applicable, quelle loi le juge va-t-il appliquer? On se pose la question du tribunal compétent et de la loi applicable pour chaque thématique relative aux conséquences du divorce entre les époux, les causes du divorce. Donc, les causes du divorce, c'est ce qui vous permet de fonder le divorce. Par exemple, en France, on peut fonder le divorce sur la faute ou encore sur l'altération du lien conjugal pendant une séparation de fait d'1 an au moment où le juge rend sa décision. Voilà, à titre d'exemple. On va aussi se poser la question des obligations alimentaires entre époux. Pendant la procédure de divorce, cette obligation alimentaire, elle peut prendre la forme d'une pension alimentaire versée mensuellement à l'épouse, par exemple, par l'époux durant la procédure. Et à la fin de la procédure, au moment du divorce, elle prend la forme d'une prestation compensatoire. Et puis également la question de la liquidation du régime matrimonial. Il est donc essentiel d'avoir anticipé par contrat cette loi applicable qui va être applicable aux obligations alimentaires et aussi à la liquidation pour prévoir les modalités de répartition des biens au sein du couple et également la loi applicable au divorce. Alors, à titre d'exemple, on peut retenir qu'il est important de savoir qu'en Belgique, la loi ne va pas connaître cette notion de prestation compensatoire. Donc, on peut s'imaginer, par exemple, que si on a 2 personnes françaises qui vivent en Belgique, elles pourraient tenter de saisir le juge français pour que le juge français soit compétent, mais attention, la loi applicable pour la prestation compensatoire sera la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier. Donc, très important de savoir qu'en Belgique, il n'y a pas de prestation compensatoire et donc, si vous résidez habituellement en Belgique et que vous êtes l'époux susceptible d'être créancier d'une prestation compensatoire, il n'y en a pas. Autre exemple, la loi italienne dit que la prestation compensatoire va cesser d'être due si le conjoint qui en bénéficie se remarie.
Donc ça vaut surtout pour les prestations compensatoires qui sont versées sous forme échelonnée, sous forme de pension, évidemment pas celle qui est versée en une seule fois, puisque si l'épouse, par exemple, l'ex-épouse se remarie, eh bien, elle ne bénéficiera plus de la rente qui lui était versée par son premier mari. En Suisse ou en Allemagne, la loi va prévoir également un partage des droits à la retraite pour moitié entre les époux, sans tenir compte des besoins ou des ressources de l'un ou l'autre. L'objectif étant purement égalitaire. Alors, pour la Suisse, par exemple, donc c'est un régime à peu près semblable pour l'Allemagne, c'est un partage arithmétique. Il n'y a aucune subjectivité là-dedans, on n'évalue pas la situation de besoin de chacun des ex-époux. Alors, une petite illustration pratique par Gabriel dans le cadre d'un cas pratique. Alors, on va imaginer la séparation d'Alexandra et Jean. On va imaginer qu'ils sont en couple depuis 2013. Ils ont 2 enfants âgés de 8 et 6 ans. Donc, là, on va uniquement se concentrer sur Alexandra et Jean et on parlera de leurs enfants un peu après. L'histoire est la suivante. Jean a eu une opportunité professionnelle en Belgique. Donc, toute la famille a déménagé en Belgique il y a 3 ans. Jean a acheté un bien immobilier qui constitue aujourd'hui la résidence de la famille dans laquelle tout le monde vit. Et évidemment, Jean gagne très bien sa vie. C'est pour ça qu'il est parti en Belgique. Il est aujourd'hui directeur général d'une entreprise qui travaille dans la finance. Alexandra, quant à elle, elle travaillait également. Elle travaillait dans la communication lorsque le couple résidait à Paris. Et puis, quand toute la famille est partie en Belgique, elle n'a pas réussi à retrouver un travail équivalent. Et donc, eh bien, il a été convenu qu'elle s'occupe des enfants à plein temps. Les relations aujourd'hui entre Alexandra et Jean se sont détériorées et le couple décide de se séparer. Ensemble, on va essayer d'envisager quelles sont les conséquences de cette séparation en fonction de la forme de couple dans laquelle Alexandra et Jean se trouvent. Donc, on commence toujours dans le même ordre. Première hypothèse, imaginons qu'Alexandra et Jean sont en concubinage. On l'a vu, on l'a expliqué. Alexandra, dans cette hypothèse, elle n'aura aucun droit sur l'appartement qui a été acquis par Jean et qui lui appartient personnellement. Donc, si on est vraiment dans des conditions dramatiques, on peut imaginer que du jour au lendemain, Jean dise à Alexandra, tu quittes mon appartement, on n'est plus ensemble, donc tu t'en vas. Et Alexandra n'aura à ce moment-là aucun droit sur cet appartement. En tant que simple concubine, si on peut le dire comme ça, et donc dans cette situation qu'on a qualifiée tout à l'heure d'un petit peu précaire, eh bien, elle n'aura droit à aucune aide financière ni matérielle de la part de Jean, du moins en sa qualité de concubine. On verra ensuite ce qui concerne les enfants, mais pour elle-même, elle n'aura pas de droit financier. Donc, elle peut vraiment se retrouver sans rien du jour au lendemain parce que le statut de concubin n'est pas protecteur. Deuxième hypothèse, imaginons cette fois-ci qu'Alexandra et Jean soient pacsés. Alexandra n'aura cette fois-ci pas de droit sur l'appartement acquis par Jean qui, là encore, lui appartient personnellement, donc ce n'est pas un bien qu'il convient de partager. En revanche, dans la mesure où il existe entre les partenaires une aide matérielle, on peut imaginer que tant que le Pacs n'est pas dissous, eh bien, Jean a l'obligation de continuer à aider financièrement et matériellement Alexandra, notamment pour lui permettre de se reloger. En revanche, cela ne s'apparentera pas à une prestation compensatoire et cette aide matérielle ne vaut que tant que le Pacs perdure. Donc, s'il est mis fin au Pacs du jour au lendemain, eh bien, l'assistance réciproque qui existe dans le Pacs prendra fin. Dernière hypothèse, imaginons cette fois-ci qu'Alexandra et Jean soient mariés. Eh bien, là, on le sait, il faudra déterminer la loi applicable aux causes du divorce, également la loi applicable aux obligations alimentaires entre les époux, et puis à la liquidation de leur régime matrimonial. Mais imaginons qu'Alexandra et Jean aient, comme on l'a préconisé, signé un contrat de mariage et donc figé leur régime matrimonial en optant pour le régime français de la séparation de biens et l'application de la loi française, les choses seront assez claires. S'agissant des biens, Jean va récupérer l'appartement qui lui appartient, puisqu'il lui appartient personnellement. Cependant, rappelons-le, dans le cas des couples mariés, le logement de la famille jouit d'un statut extrêmement protecteur. Donc, Jean ne pourra pas, du jour au lendemain, contraindre Alexandra à quitter le domicile conjugal. On peut donc imaginer qu'Alexandra pourra tout à fait se maintenir au nom du devoir d'assistance. Eh bien, elle pourra se maintenir au sein du domicile conjugal
tant que l'ensemble des conséquences de leur séparation ne seront pas réglées. Par ailleurs, compte tenu de la disparité importante de revenus et de patrimoine qui existe entre Alexandra et Jean, eh bien, il paraît assez évident qu'en application de la loi française, une prestation compensatoire pourrait être due à Alexandra pour compenser la disparité que va créer le divorce. Donc, il faudra s'assurer que la loi française peut bien être la loi applicable aux obligations alimentaires entre les époux, puisque, pour rappel, la loi belge est une loi qui ne reconnaît pas le principe de prestation compensatoire. Alexandra, si on est dans son cas, elle a tout intérêt à voir reconnaître la loi française comme applicable. Il est donc important de se faire accompagner par un avocat spécialisé en droit international qui connaît toutes ces questions de droit de la famille et qui sera en mesure de réaliser ce qu'on appelle un audit international pour déterminer la loi applicable à chaque question. Oui, merci beaucoup, Gabrielle. Alors, je rebondis parce que vraiment là, tu as soulevé 2 points qui sont très cruciaux dans les dossiers de divorce. Il faut bien voir que l'occupation du domicile conjugal au moment de la séparation est vraiment assez souvent un levier de négociation. C'est-à-dire qu'il faut avoir en tête quand même que si vous êtes un couple marié et même si l'appartement, par exemple, est un bien propre de monsieur, vraiment un bien propre, madame n'a aucun droit sur cet appartement, monsieur, dans le cadre de la procédure de divorce, ne peut pas vendre ce bien et mettre madame à la porte tant qu'il n'a pas l'accord de madame. Et donc, forcément, ça permet d'avoir une espèce d'équilibre dans les discussions lorsqu'on essaye de trouver un accord et de divorcer amiablement, puisque si madame est à la rue, effectivement, on serait beaucoup plus en difficulté pour négocier quoi que ce soit. Et sur la prestation compensatoire, c'est exactement la même chose. C'est un point de vigilance vraiment très important parce que ça peut mettre en difficulté le conjoint qui n'a pas de revenus ou qui n'a pas d'épargne. Alors ensuite, après avoir abordé les conséquences entre les époux, on va aborder les conséquences par rapport aux enfants, donc à l'égard des enfants. Alors, ce qu'il faut bien retenir, c'est que concernant les enfants, le statut, c'est-à-dire les liens qui unissent les parents, n'a aucun impact. C'est-à-dire qu'ils soient concubins, qu'ils soient pacsés ou qu'ils soient mariés, ils sont à l'égard des enfants ce qu'on appelle un couple parental et la loi va être la même. Donc, les questions relatives aux enfants, quelles sont-elles? C'est d'abord l'exercice de l'autorité parentale, qui par principe en France est conjoint, c'est-à-dire qui appartient de façon égale au père et à la mère. C'est un ensemble de droits et de devoirs qu'ont les parents et qui concernent l'éducation, la santé, toutes les décisions importantes à prendre pour les enfants et également, qu'est-ce qu'on pourrait expliquer de plus, Gabrielle, sur l'autorité parentale? Oui, c'est vraiment toutes les questions santé, orientation religieuse, ça va être vraiment des grands sujets. Les décisions importantes, voilà. Et donc celle-ci va entrer en ligne de compte uniquement pendant la minorité des enfants. Elle va prendre fin au moment, à la majorité, le jour des 18 ans, l'autorité parentale s'éteint. Pour autant, l'obligation alimentaire des parents vis-à-vis des enfants ne s'éteint pas à leurs 18 ans au jour de leur majorité. Ensuite, c'est également la question de l'organisation de la vie de l'enfant. Et là, c'est la fixation de la résidence de l'enfant, sa résidence principale, ce qu'on appelle, c'est pas la résidence habituelle, c'est vraiment la notion de résidence principale chez l'un des parents ou une résidence alternée entre les deux parents, et le droit de visite et d'hébergement. Si par exemple la résidence principale a été fixée chez la mère, eh bien le père va exercer un droit de visite et d'hébergement, par exemple un week-end sur 2, la moitié des vacances, qui va être encadré. Ensuite, les modalités financières, et là c'est la prise en charge des enfants, ce qu'on appelle en France la notion de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, qui recouvre à la fois une pension alimentaire qu'un parent peut devoir à l'autre parent, et également la prise en charge de frais directs, comme par exemple des frais de scolarité ou des frais extrascolaires. Alors, s'agissant du juge compétent sur la question de la responsabilité parentale à l'égard des enfants mineurs, c'est l'article 7 du règlement européen du 25 juin 2019 qui va s'appliquer, dit Bruxelles 2 bis refonte ou Bruxelles 2 ter pour les termes techniques. Et la plupart du temps, c'est la juridiction de l'état de la résidence habituelle de l'enfant qui va être compétente.
Ensuite, sur la question des obligations alimentaires à l'égard des enfants mineurs, c'est l'article 3 du règlement du 18 décembre 2008 qui va s'appliquer. Je vous épargne la lecture du texte, mais globalement, le premier critère, c'est la résidence habituelle du défendeur, le deuxième, la résidence habituelle du créancier, la juridiction compétente selon la loi du fort pour connaître de l'action relative à l'état des personnes, ou la juridiction qui est compétente selon la loi du fort pour connaître d'une action relative à la responsabilité parentale. Et là, ce sont des critères qui sont alternatifs. Partant tant sur la question de l'organisation de la vie des enfants que sur les questions financières, le juge compétent, c'est ce qu'il faut avoir en tête, va être celui du lieu où résident les enfants. Ça signifie que même si les enfants sont de nationalité française, le juge du pays dans lequel ils résident pourra se reconnaître compétent pour ordonner des mesures à leur égard. S'agissant ensuite de la loi applicable aux obligations alimentaires, aux obligations financières liées aux enfants, c'est un autre outil international qui s'applique, c'est l'article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 qui dispose au premier alinéa que c'est la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier qui régit les obligations alimentaires. Donc là encore, ça signifie que même si les enfants sont français, le juge du pays dans lequel ils résident pourra se reconnaître compétent pour ordonner des mesures à leur égard et appliquer sa propre loi pour fixer la prise en charge financière des enfants. Et en cas de changement de résidence des enfants, ça va être la loi de la nouvelle résidence habituelle des enfants qui va être reconnue comme applicable. Donc, les demandes qui sont relatives à l'organisation de la vie des enfants en cas de séparation des parents, elles doivent être anticipées, là encore avec l'aide d'un avocat, puisque vous ne pouvez pas présumer seul en changeant de pays, en vous expatriant, de la nature de la loi qui pourrait être applicable tant sur, par exemple, les modalités d'exercice d'autorité parentale que sur la prise en charge financière. Donc, en matière contentieuse, le juge, si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, va trancher les points de désaccord entre les parents, et ça va prendre plusieurs formes. Si les parents étaient mariés, et auquel cas les conséquences à l'égard des enfants vont être examinées par le juge, en même temps que, globalement, la procédure de divorce, soit les parents étaient pacsés ou en concubinage, et dans ce cas, c'est toujours le même juge, le juge aux affaires familiales, qui va être compétent et qui va statuer uniquement sur toutes les questions relatives aux enfants. Si vous arrivez à vous mettre d'accord, et dans ces cas-là, on est dans un cadre amiable. Pour fixer toutes ces mesures, vous allez pouvoir vous réunir en étant aidé soit d'un médiateur, soit d'avocat, pour rédiger ce qu'on appelle une convention parentale qui va reprendre tous vos points d'accord. Elle pourra être réalisée sous seing privé, sans l'intervention du juge. Mais alors, dans ces cas-là, vous prenez le risque qu'en cas de non-exécution, vous n'ayez pas de moyen de recours. Par exemple, pour faire recouvrer des montants de pension alimentaire ou pour faire exercer un droit de visite et d'hébergement si votre parent ne vous confie pas l'enfant, ou soumise à l'homologation du juge. Donc, évidemment, nous, ce qu'on vous recommande dans un contexte international, c'est que ces mesures soient sécurisées dans le cadre d'un jugement qui va homologuer la convention parentale et en cas de désaccord, d'un jugement dans lequel le juge va trancher ces points de désaccord. S'agissant des enfants, dès lors qu'il existe des mesures financières à régler au mois le mois, il faut toujours s'assurer que l'exécution puisse être poursuivie. C'est pour ça que l'on vous recommande de vous assurer que ces mesures vont être ordonnées dans le cadre d'un acte judiciaire. Je passe ensuite la parole à Gabrielle qui va vous expliquer tout ça sous un angle pratique à nouveau. Donc, on a vu tout à l'heure qu'Alexandra et Jean avaient 2 enfants encore mineurs et donc, comme ils habitent en Belgique, c'est donc la loi belge qui devrait être appliquée pour déterminer l'organisation de la vie des enfants et puis les modalités relatives aux obligations financières en tant que loi de la résidence habituelle des enfants. Le juge donc se prononcera sur l'autorité parentale à l'égard des enfants, l'organisation de leur vie, savoir où est-ce que la résidence principale des enfants est fixée, tant en période scolaire que pendant les vacances, est-ce qu'on fixe un droit de visite et d'hébergement, et puis également la question des obligations financières, à savoir qui prend en charge et de quelle manière les besoins des enfants.
Est-ce qu'on met en place une pension alimentaire mensuelle versée par l'un au profit de l'autre? Dans notre cas, on peut imaginer que Jean serait tenu de verser une pension alimentaire à Alexandra pour faire face aux besoins courants des enfants. Et puis, on va se poser la question de comment toutes ces mesures vont être ordonnées. En cas de désaccord, on l'a vu, si Jean et Alexandra ne parviennent pas à se mettre d'accord sur tout ce qui concerne les enfants, pourront saisir le juge pour qu'il tranche les désaccords existants entre eux et qu'ils rendent une décision en bonne et due forme traitant de toutes les questions relatives aux enfants. À l'inverse, s'ils parviennent à s'entendre, et on leur souhaite, accompagnés par des avocats, ils pourront établir ce dont on a parlé, c'est-à-dire une convention parentale qui reprendra l'ensemble des points convenus entre eux. Et puis, comme ils sont dans un contexte international, on leur conseillera de faire homologuer cette convention parentale par un juge pour assurer une reconnaissance pleine et entière de toutes les modalités convenues au terme de cette convention parentale. Voilà, donc vous l'aurez compris, ce qu'on voulait vraiment essayer de démontrer dans ce webinaire, c'est qu'entre les membres du couple, les conséquences d'une séparation, elles peuvent être vraiment très différentes en fonction de la forme de conjugalité, c'est-à-dire en fonction que les membres du couple soient mariés, pacsés ou simples concubins. En revanche, à l'égard des enfants, les conséquences d'une séparation entre les parents seront les mêmes. En tout état de cause, il faut garder à l'esprit qu'il est important d'anticiper au mieux toutes les conséquences d'une séparation. Il est préférable de prendre conseil auprès d'un avocat spécialisé en droit international qui traitera avec vous toutes les conséquences d'une séparation et qui pourra réaliser avec vous un audit international sur toutes ces questions. Merci beaucoup, Gabrielle. J'espère que vous avez apprécié cette présentation qu'on a essayé de faire la plus claire possible. Peut-être juste un tout petit point où je pensais à ça en écoutant Gabrielle. C'est vrai que aussi concernant les enfants, il faut savoir qu'il y a souvent des auditions d'enfants en cas de désaccord. Voilà, sachez-le. C'est une audition qui est de droit à partir du moment où les enfants en font la demande et où ils sont dotés de discernement. Cette notion de discernement dépendant de chaque pays au niveau de l'âge auquel les enfants peuvent être entendus. Voilà, donc en cas de désaccord, sachez que les enfants peuvent être entendus. Donc maintenant, on peut passer, si vous avez des questions, à un temps de questions. Alors, on a une première question. Bonsoir, merci pour la présentation. Quelle est la loi applicable pour le divorce dans le cas d'un couple français marié en France sans contrat de mariage et vivant en Autriche depuis plus de 10 ans? Alors, la loi applicable sur le prononcé du divorce, à vue de nez, à vérifier pour moi, serait la loi autrichienne. Oui, Gabrielle. Oui, je dirais. mais disons que vous avez, en fonction de ce que vous recherchez dans les textes, des critères qui peuvent parfois être en cascade et donc qui vont vous permettre, notamment parce qu'il y a une nationalité commune, de vous rattacher à la loi française. En revanche, si vous précisez depuis plus de 10 ans pour vivant en Autriche et que votre question concerne en réalité la loi applicable à votre régime matrimonial, là, effectivement, en fonction de la date à laquelle vous vous êtes marié, on peut imaginer que, comme vous n'avez pas fait de contrat de mariage, vous étiez, puisque marié en France, initialement soumis au régime français légal de la communauté de biens, mais de la communauté réduite aux acquets, mais que par ce déménagement en Autriche pendant plus de 10 ans, vous êtes passé aujourd'hui sous le régime légal autrichien. Merci, Gabrielle. Alors, une question de Claire, donc, qui est quand même tout l'objet de notre présentation. Pour un couple français vivant en Espagne avec enfants, donc non pacsé et non marié, en quoi est-il important d'être marié plutôt qu'au concubinage? En quoi consiste cette protection juridique dont vous parlez? Alors, concernant les enfants, il n'y a pas de sujet. La loi est la même et ce sera, en l'occurrence, la loi espagnole si vous vivez avec vos enfants en Espagne. En revanche, c'est plus sur les mesures entre époux où il peut y avoir une différence. Donc, on vous l'a expliqué, c'est sur la notion du devoir de secours, sur la notion de prestation compensatoire et sur l'occupation du domicile conjugal. Voilà, après, je vous invite à reprendre notre présentation parce que les réponses sont assez claires. L'idée vraiment dans votre cas, c'est que ce qui sera traité, c'est uniquement les conséquences à l'égard de vos enfants. Donc, les conséquences à l'égard des enfants seront traitées évidemment, mais entre vous, dans la relation de couple, il n'y aura du coup aucune protection, entre guillemets, en cas de séparation.
J'en profite pour répondre à la question sur le taux de succession. Est-ce qu'il dépend du lieu de vie? Tout à fait, puisque la loi applicable à la succession va être la loi du dernier domicile du défunt. Et donc, effectivement, en fonction de l'état dans lequel le défunt avait fixé son dernier domicile, évidemment, les taux ne sont pas les mêmes. À l'heure actuelle, c'est plutôt l'Italie qui emporte tous les suffrages pour l'instant sur cette question. Alors ensuite, comment savoir si mon contrat de mariage fait par un notaire en France sera reconnu en Allemagne et s'il n'est pas reconnu, quelle loi s'applique? Mariage en France, vous n'étiez pas l'année résidence en Allemagne depuis plus de 10 ans, 3 enfants franco-allemands. Alors là, franchement, ça ferait l'objet d'une consultation puisqu'il faut qu'on voit votre contrat de mariage. Si vous êtes un couple, j'imagine que monsieur est allemand. Si vous êtes... En tout cas, il faudrait qu'on vérifie le formalisme qui a été mis en œuvre au moment de la conclusion de votre contrat de mariage, voir au moyen peut-être d'un homologue allemand, est-ce que celui-ci pourrait être reconnu ou pas. Et si la réponse est non, alors dérouler toutes ces règles de droit international privé pour savoir quel est le régime qui s'applique aujourd'hui à vous. Sachez qu'en continuant, on ne l'a peut-être pas dit parce que ce n'est pas notre sujet central aujourd'hui, mais vous pouvez modifier votre contrat de mariage en cours d'union. Donc, il y a encore des choses à faire. Donc, il faut vraiment vous rapprocher d'un avocat et ensuite, éventuellement, d'un notaire. Alors, vivant en Espagne depuis plus de 30 ans, si je me marie, puis-je faire une séparation de biens séparée, en impôts séparés, c'est-à-dire faire je suppose que la question, c'est faire une déclaration chacun. Vous vivez ensemble et vous voulez faire une séparation, une déclaration d'impôts séparée. Tout dépend encore une fois du régime matrimonial de la séparation de biens que vous choisirez. Si vous choisissez le régime français, après, il faut que ce régime français, dans les conséquences fiscales en Espagne, puisse suivre son cours. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment de la fiscalité espagnole, si je puis dire. Oui. Alors, pour un couple franco-anglais vivant à Berlin avec un bien commun et un enfant, vaut-il mieux se marier en France, en Angleterre ou en Allemagne? Alors, je dirais que ce n'est pas tellement la question du lieu de résidence qui va compter, c'est plutôt la question du régime matrimonial que vous voulez adopter et du contrat de mariage. Vous avez une liberté conventionnelle. La question n'est pas celle de la localisation de votre mariage, puisqu'en fait, c'est tout l'objet du contrat de mariage, c'est de faire en sorte que la loi qui s'applique pour liquider votre régime matrimonial ne soit pas celui de la loi de la résidence habituelle immédiate après le mariage. Donc, il faut que vous preniez un contrat de mariage, que vous vous renseigniez sur les différentes options que vous avez. Le PACS est-il possible pour une Française vivant avec son partenaire allemand en Allemagne? Le PACS, comme on l'a dit, c'est un contrat. Donc, en réalité, vous êtes libre de conclure un contrat de PACS. Là où il faut faire attention, c'est que les conséquences de ce contrat de PACS puissent être reconnues dans l'état dans lequel vous vivez. C'est vraiment ça la question. Et je crois qu'il y a pas mal de questions sur quel contrat de mariage. En réalité, quel contrat de mariage, c'est quel régime matrimonial choisir. Et pour répondre à cette question, vous seul, en réalité, êtes en mesure d'y répondre en fonction de vos projets de vie, de couple, des situations de chacun. Et c'est pour ça qu'il est important de pouvoir aller prendre conseil sur les différentes possibilités qui s'offrent à vous pour faire un choix totalement éclairé et sécurisant. Moi, je suis très contente quand même parce que ce soir, j'ai l'impression que tout le monde a bien compris que l'enjeu, c'était le contrat de mariage, c'est-à-dire de, comme vient de vous dire Gabriel, c'est d'avoir des objectifs, de discuter entre vous sur comment vous envisagez l'organisation financière et patrimoniale de votre famille. Et donc, après, effectivement, vous allez voir un avocat et un notaire et vous opterez pour le contrat adapté à vos objectifs. Pour la Belgique, effectivement, je crois que le PACS en Belgique est appelé cohabitation légale, mais dans les effets, c'est similaire à ce que nous, on appelle en France le PACS. Alors, mariés en France, de nationalité française, donc tous les deux, vous avez un enfant qui est né au Luxembourg. Vous résidez là-bas depuis 8 ans. Alors, quelle sera la loi applicable? Je suppose que c'est la loi applicable à la liquidation du régime matrimonial. C'est ça? Alors, je comprends la même chose que moi. Quelle sera la loi applicable? Donc, j'imagine que c'est ça. Et vous précisez pas de contrat de mariage. Donc, dans ces cas-là, c'est la loi de la première résidence habituelle. Immédiate après le mariage.
Alors, le coût moyen pour la rédaction d'un contrat de mariage. Globalement, ce qu'on pratique au cabinet. Ça dépend du patrimoine et ça dépend de chaque dossier. Mais globalement, il faut envisager à peu près 1 500 €, 1 800 € hors taxe par avocat, puisqu'il faut un avocat par futur époux. Voilà. Et ensuite, le notaire, c'est à peu près ça, entre 1 800 et 2 000 € pour sa mission, puisqu'il va enregistrer un acte authentique. Et parce que le notaire, dans ce cas-là, par rapport à un contrat de mariage franco-français, va vraiment devoir ajouter un certain nombre de clauses pour assurer une circulation parfaite du contrat de mariage dans à peu près n'importe quel pays, hein, du mieux qu'on puisse l'envisager. Alors ensuite, une question sur la déclaration commune d'impôt si nous sommes pacsés en Espagne. Alors, je suppose que oui, puisque c'est le principe du PACS. Voilà, donc je pense que si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez toujours nous adresser un mail puisque vous avez sur le dernier slide qui est devant vous nos adresses email et le numéro de téléphone du cabinet. Si c'est des questions plus poussées, on vous proposera une consultation. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Gabrielle. Merci, Céline. C'est toujours un plaisir de travailler avec toi, Gabrielle, et avec l'UFE. Et on vous souhaite une excellente soirée. Très bonne soirée. Au revoir. Au revoir.